Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live en partenariat avec BFM Business et La Poste Solutions Business. Donc je m'appelle Acha Sampeut, je suis ravie d'être parmi vous. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, hein, on a du public dans la salle et je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Bienvenue à tous. Avant de démarrer cet événement, j'aimerais peut-être donner un peu de contexte. On va vous parler du nouveau consommateur. Qui est-il? Donc voilà, un peu de contexte. Donc 86% des décisions d'achat se font au domicile. Donc avec le développement du e-commerce et du télétravail, le foyer devient de plus en plus un lieu central d'échange et de prise de décision. Nous allons justement en parler aujourd'hui pour comprendre les grandes tendances en ce moment. Donc vous le savez, le monde change et le consommateur n'est plus vraiment le même. Il a également beaucoup changé. Alors qui est-il? Quelles sont ses nouvelles attentes? Cette crise va-t-elle modifier durablement nos habitudes de consommation? On en parle tout de suite. Et avec nous pour parler justement et comprendre ce nouveau consommateur, donc Gauthier Piquet, qui est le CEO de Publicis Media, Nathalie Di Santo, directrice du courrier publicitaire de La Poste Solutions Business. Bonjour. Nous avons également Gaël Lefloc de Kantar, donc, qui va nous parler des études stratégiques liées à la grande consommation. Marie-Ange Gabellica, fondatrice... Anne-Marie. Oh là là, ça va pas bien commencer là. Anne-Marie, Anne-Marie Gabellica, fondatrice Olution. Donc oui. Voilà, on va parler de votre société qui fait des produits cosmétiques 100% naturels. Emmanuel Le Chypre, on ne le présente plus, donc éditorialiste BFM Business. Merci à tous d'être en plateau avec nous. Donc justement, nous allons essayer de comprendre les attentes des consommateurs français vis-à-vis des marques. Donc qui sont ces consommateurs et qu'attendent-ils des marques? Donc voilà, une question que je pourrais poser à tout le monde autour de la table. Donc on va peut-être démarrer avec Nathalie. Alors le consommateur, le nouveau consommateur, le sujet du jour, c'est quelqu'un qui est sans doute extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que le consommateur, il veut qu'on lui parle à lui, il veut que ce soit hyper personnalisé, qu'on lui offre des produits qui correspondent exactement à ce qu'il a envie d'acheter, au bon moment, mais en même temps, il a envie d'authenticité, il a envie de responsabilité, il veut être acteur de la transformation, il veut être acteur de la démarche RSE qui nous impacte tous. Donc il est pris entre à la fois ce besoin d'hyper-personnalisation coûte que coûte, mais aussi ce besoin d'être considéré comme un acteur de la consommation et donc un acteur de la société. Gauthier. Je crois que Nathalie l'a très bien résumé. Le nouveau consommateur, c'est vous, c'est Nathalie, c'est Gaël, c'est Emmanuel, c'est moi-même. En fait, on est tous un nouveau consommateur et il n'y a plus un seul consommateur. Avant, on avait un peu la fâcheuse tendance à le stéréotyper. Et aujourd'hui, au contraire, le consommateur, c'est quelqu'un de moderne, d'actuel, qui vit avec une évolution de son temps. Et le temps, on l'a vu avec le Covid, avec l'ensemble des crises traversées, nous a fait évoluer dans notre quotidien. C'est un consommateur qui veut tout simplement qu'on lui parle à lui-même et qu'on arrête de parler à tout le monde en stéréotypant justement l'ensemble de la communication. Et Nathalie l'a très bien dit, le nouveau consommateur surtout, c'est quelqu'un de raisonné, de responsable, qui a conscience à un moment qu'il doit changer sa consommation. Donc le nouveau consommateur, c'est quelqu'un tout simplement qui vit dans l'air de son temps et qui a décidé d'écrire les prochaines pages de sa consommation. Et Anne-Marie, vous le voyez au quotidien avec votre entreprise, Olution. Oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, on répond, en tout cas dans la beauté, à cette aspiration profonde. On en parlait aussi avec Nathalie, ce besoin aussi que ces consommateurs ont de produits qui soient bénéfiques pour eux, parce que ça reste aussi un petit peu un des ressorts de la consommation, c'est-à-dire vraiment être satisfait de ce qu'on utilise, quel que soit le produit. En l'occurrence, nous, ce sont des cosmétiques avec Olution, mais aussi de donner du sens à cette consommation-là, parce que c'est vrai qu'on est dans une ère où on n'a jamais autant culpabilisé soi-même et peut-être parfois les autres de leur consommation. Et donc, il y a cette nécessité d'être sûr, puisque aujourd'hui, on ne prend plus vraiment pour argent non plus comptant ce que nous disent les entreprises. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir différents avis convergents qui permettent de donner comme un blanc-seing à certaines marques, puisque
plus que jamais, on achète aussi la marque et pas seulement le produit. Il faut vraiment que le consommateur s'identifie à la marque et comprenne sa démarche. Donc c'est vrai que nous, avec Evolution, c'est vrai que tout l'aspect 100% naturel, cela va de soi. Moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans à travailler sur le projet, c'était 100% ou rien. Et ça, c'est la base. Mais en plus, on a travaillé sur tous les aspects environnementaux. Et comme j'en parlais, on a développé justement, on a détourné l'usage de la lettre T, la fameuse enveloppe T dans laquelle on envoyait juste nos chèques pour que les consommateurs puissent renvoyer leur flacon une fois terminé. Rien à imprimer, c'est tout simple. Depuis n'importe quelle boîte aux lettres en France, vous faites ça. Et ça aussi, c'est démocratiser ce geste responsable. Parce qu'on ne peut pas demander non plus au consommateur d'être responsable si par ailleurs on ne lui facilite pas la tâche. Ouais, on doit lui mettre les outils un peu Exactement. en place pour souvent, voilà, en cosmétique, on va dire recycler, trier. Oui, mais d'accord. Mais si j'ai souvent les flacons et que vous avez un petit ressort en métal dedans, qui va ouvrir les flacons, retirer le ressort en métal? Il faudrait être un petit peu particulier. Ouais. Bon, voilà, très bricoleur, on va dire, avoir du temps devant soi. Mais bon. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que les marques, vraiment, à nouveau, ne doivent pas se limiter à donner un chèque aux éco-organismes. Elles doivent réfléchir aux déchets, puisque nous sommes, en tant que marque, d'émetteurs sur marché de déchets, il faut bien le dire, et réfléchir à notre responsabilité étendue en tant que metteur sur le marché de déchets, et donc penser des produits tout de suite par rapport à leur fin de vie. Et ça, c'est important. Et aussi, nous, ce que l'on souhaite, c'est donner plusieurs vies aux produits et aux flacons au travers de ce système de consigne qui était un petit peu oublié et qui pourtant, à mon avis, c'est l'avenir aussi de la consommation. Merci Anne-Marie. On va revenir sur ce sujet, mais peut-être je me tourne vers Emmanuel parce que je sens qu'il a envie de nous dire quelque chose. Emmanuel, je suis sûre que tout ça, ça doit résonner. Oui, je pense que d'abord, ce qu'on a dit sur la temporalité, enfin sur le paradoxe du consommateur, ça joue aussi sur la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage aujourd'hui qui vient... parce qu'il y a les tendances lourdes et puis il y a ce qu'on dit aujourd'hui, on ne l'aurait pas dit il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Il y a que les tendances lourdes qu'on a déjà beaucoup évoquées, la consommation plus digitalisée, le consommateur qui veut du plus personnel, la recherche d'une solution plutôt que d'acheter un bien ou un service, la logique de l'abonnement plutôt que la logique de la propriété, etc. etc. Ça, c'était les tendances lourdes. Mais quand vous avez la crise sanitaire plus la crise géopolitique qui fait que 2 événements qu'on ne plus pensait, qu'on pensait ne plus pouvoir se produire. C'est-à-dire, on se disait la guerre, c'est plus pour nous, et donc les pénuries, c'est plus pour nous. Parce que notre consommateur, faut pas oublier que pendant des années, il a plus eu le souci de la quantité. On était là à finalement à sous-peser la qualité d'un produit, d'un autre, du bio, du pas bio, etc. La réalité, c'est que maintenant, on retrouve ce que c'est que la peur de manquer. Donc ça, c'est quand même extrêmement nouveau. Et avec la crise sanitaire, on a retrouvé tous les enjeux de la digitalisation, de l'achat à domicile, de la distance, etc. Et donc, le consommateur de 2022, c'est pas le même que celui de 2020. Avec, effectivement, ce contexte radicalement nouveau, parce que sur les tendances structurelles, on retrouve des consommateurs qui sont pris par l'inflation comme les lapins dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire que... Personne qui a moins de 60 ans aujourd'hui ne sait ce que c'est que de vivre avec l'inflation. Ça fait 30 ans qu'on vit dans un monde déflationniste, dans un monde où toutes les pressions sont à la baisse sur les prix, sur les salaires, etc. Et là, on retrouve un monde inflationniste. Mais tout le monde est perdu, tout le monde est quasiment paniqué. Et quand vous regardez, par exemple, les chiffres de l'INSEE sur le pouvoir d'achat, ils ne sont pas si catastrophiques que ça, hein. Donc, il y a effectivement cette angoisse. Comment je vais gérer les prochains mois? Donc, fin du mois contre fin du monde. Et là, effectivement, toutes les belles résolutions qu'on peut prendre sur le long terme, parfois, vous êtes contraint de les faire voler en éclats parce que vous n'avez pas d'autre choix. Regardez, par exemple, la passe difficile que traversent les produits bio, par exemple. Oui, ils sont plus chers. Donc, quand vous n'avez pas le choix, vous consommez ce que vous pouvez consommer. Donc, oui, énormément de changements. Avec, on voit bien, un arbitrage qui va se faire sans doute entre épargne et consommation dans les prochains trimestres. On voit bien, par exemple, qu'il y a toujours cette envie de consommer. Et si vous regardez les enquêtes récentes, celle de Cofidis par exemple, il y a quand même 30% des ménages qui songent à reporter des projets importants qu'ils souhaitaient mettre en œuvre, soit un déménagement, soit une cérémonie à cause de l'incertitude, etc., ou un voyage. Et j'en profite pour citer... Parce que, alors, La Poste, vous publiez un nombre d'études incroyables. Il y en a une qui m'a frappé, c'était justement, on parlait du lieu où on prend la décision
de consommer. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans cette étude qui est sortie il y a 3-4 mois, c'était de montrer que, attention, consommation au domicile, c'est pas consommation individuelle. C'est pas consommation moi tout seul devant mon ordinateur sur mon canapé. Et le sujet qui fabrique de la cohésion familiale, qui fabrique de la discussion familiale, c'est les vacances et le voyage. Où est-ce qu'on va partir en vacances? C'est un sujet infini. Donc ça, c'est typiquement le sujet de débat familial, de choix de consommation ensemble, mais fait depuis, effectivement, là encore, le foyer. Justement, Gaëlle, je pense que ça, c'est un sujet qui vous parle. Donc, on parlait d'inflation, de ce comportement des consommateurs. Donc, quelle est la tendance aujourd'hui pour 2023? Comment est-ce que les Français adaptent leur consommation de manière générale? Oui, alors ils sont complètement tiraillés. Effectivement, on vient de sortir de 2 crises. La crise sanitaire, donc, qui les a poussés à avoir besoin d'une consommation plus responsable, plus vertueuse, plus frugale, etc., à se porter sur des produits locaux et se rapprocher du producteur, de l'agriculteur français. Et là, aujourd'hui, il fait face à une inflation, comme vous le disiez, c'est un contexte tout à fait nouveau. Les Français ne sont absolument pas habitués à faire face à des hausses de prix qui viennent grever leur pouvoir d'achat. Donc le premier réflexe, c'est de baisser sa consommation de produits non alimentaires, donc d'aller un peu moins souvent au restaurant, un peu moins chez le coiffeur, de diminuer ses achats de vêtements aussi, par exemple. Et puis ensuite, le second réflexe, c'est de tenter de trouver des produits moins chers pour son alimentation. Donc là, aujourd'hui, on voit que les Français s'adaptent. Ils vont faire plus souvent leurs courses, mais ils font des plus petits paniers et ils mettent des produits moins valorisés. Donc là, ça met un coup de frein à la tendance qui prévalait ces dernières années, qui était le consommer moins, consommer mieux, avec justement un besoin d'acheter des produits plus sains, plus bio, si je puis dire, des produits plus locaux, des produits made in France, etc. Donc là, c'est coup de frein sur cette tendance. Le troisième réflexe, ça va être d'essayer d'acheter un petit peu moins. Et donc, sur les marchés de l'alimentation, qui sont les marchés que l'on suit vraiment au quotidien, au mois le mois, donc ce qui nous permet de décrypter vraiment toute l'évolution et les changements de comportement d'achat très, très rapidement. Aujourd'hui, on constate une contraction du marché alimentaire de moins 0,3% en volume. Donc, ce n'est pas une baisse massive parce que les Français ont perdu l'habitude de manger à l'extérieur de leur domicile. Donc, ça préserve encore le marché de l'alimentation. Et puis, c'est aussi, en revanche, on a quand même des distorsions très importantes avec une fracture sociale qui commence à s'installer et vraiment une France à 2 vitesses qui commence à se dessiner entre des foyers à revenus plutôt aisés et qui arrivent à préserver leur pouvoir d'achat, qui se sont même constitués un matelas pendant la crise sanitaire et qui arrivent toujours à se faire plaisir et à rester dans cette consommation plus durable, plus responsable, en se faisant plaisir. Et puis de l'autre côté, des foyers plus modestes, plus vulnérables, qui craignent de décrocher et qui ont commencé à réduire la voilure de leur consommation en volume, puisqu'on est sur des baisses assez drastiques de 6% en volume. Donc, y compris désormais sur les marchés alimentaires, on constate que certains foyers sont obligés de réduire leurs achats de produits alimentaires. Et enfin, le dernier point, c'est acheter autrement. Ça rejoint la vague du consommer mieux, consommer moins et de cette consommation plus vertueuse et plus responsable. C'est la tendance du recommerce, donc cette propension à recycler, réexploiter, revendre et désormais réparer également. Donc ce qui était, on va dire, signe de pauvreté hier, ça devient plutôt un marqueur d'une consommation justement plus responsable et d'une prise en compte plus juste des enjeux environnementaux. Vous avez désormais 85% des Français qui disent vouloir changer leur comportement de consommation parce qu'ils veulent faire attention au gaspillage et un quart des consommateurs français qui veulent faire réparer leurs chaussures, leurs vêtements. Donc ça, c'est une tendance assez nouvelle. On franchit un cap supplémentaire par rapport à la tendance du marché de la seconde main, des produits d'occasion. Je pense que ça doit vous faire plaisir. Oui, elle est à la pointe, Anne-Marie. Voilà. Oui, mais de toute façon, c'est sûr que
les consommateurs se posent énormément de questions et justement ce recommerce, c'est aussi ça va aussi dans le sens de la consigne. Ce sont des nouveaux gestes ou des gestes qu'on réapprend et que l'on avait oubliés qui deviennent plus essentiels que jamais. Et c'est vrai que la plupart aujourd'hui, nous, des consommateurs qui se tournent vers nous, apprécient cette démarche-là et me disent bah oui, on adore vos produits, ils sont efficaces, etc. Mais en plus, vous faites de la consigne, etc. On sent que c'est vraiment ce qui va créer aussi cet émotionnel, parce que c'est ça aussi, il y a au-delà de l'aspect purement transactionnel de l'utilisation d'un produit, il y a tout ce champ, on va dire, émotionnel qu'on crée au travers, bien entendu, d'une belle histoire de marque, bien entendu, du moment qu'elle est authentique, parce que bon, storytelling pour en soi, si ce ne l'est pas, c'est dommage, mais en tous les cas, et en plus, lorsque on voit le consommateur constate des efforts et qui vont au-delà des discours, mais vraiment par des actions fortes. Voilà, c'est là où on crée un magnifique émotionnel, un magnifique lien et vraiment une relation sur la durée. Parce que c'est ça aussi que cherche ce nouveau consommateur-là. Il cherche vraiment à trouver vraiment des partenaires de confiance, entre guillemets, dans sa consommation, parce qu'il a été beaucoup, entre guillemets, trompé parce qu'il y a eu des scandales sanitaires, notamment nous, en cosmétique. Enfin, il y a eu énormément de scandales sur des ingrédients et les gens, aujourd'hui, sont dans une vraie défiance. Et c'est pour ça aussi que récemment, il y a eu une vraie vague du fait à la maison pour les cosmétiques aussi. C'était une tendance très lourde dans notre secteur parce que les gens voulaient se réapproprier les ingrédients. Avoir le contrôle. Avoir le contrôle, savoir ce qu'ils mettaient et comprendre. Et ça, c'était vraiment... moi, j'applaudis dès demain ce genre de démarche parce que là, c'est vrai que ça permet à tout à chacun de se réapproprier les formules. Et quand, par exemple, moi, en 2013, j'avais mis en place le premier diagnostic de peau en ligne totalement gratuit, c'était aussi dans cette idée remettre le consommateur vraiment comme acteur principal et notamment aussi, toujours en cosmétique, qui est mon secteur, les listes d'ingrédients, personne ne les comprenait. Et moi, j'ai pris un malin plaisir en tant que scientifique à les démocratiser aussi. Et ça, c'est aussi ce dont a besoin le nouveau consommateur. Il a besoin de rêver, mais il a besoin aussi d'informations claires. Il a besoin qu'on fasse appel aussi à son intelligence. Et c'est ainsi comme ça que l'on bâtit une vraie relation de confiance. Donc le consommateur est devenu acteur, Gauthier. Oui, alors je dirais, dans ce que dit Anne-Marie, un point qui est plus fort que le consommateur est devenu acteur. Il est devenu acteur informé. Ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que le consommateur, il a toujours choisi à un moment. Le consommateur, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Mais aujourd'hui, le consommateur, dans ce que dit Anne-Marie, ce qui est très très vrai, il est de plus en plus informé grâce aux médias, grâce aussi à tout ce qui l'entoure, grâce aussi à l'environnement régulatif qui l'aide. Et donc, eh bien, nous, notre travail, c'est de pouvoir apporter une juste réponse. J'ai souvent plaisir à dire que notre métier en communication, par le passé, comme le disait Anne-Marie, dans les anciennes années, on était peut-être un peu dans le maquillage, c'est-à-dire c'était le plus blanc que blanc. On a tous à un moment ces images en tête. Anne-Marie est dans le maquillage. Oui, mais dans le maquillage, dans le soin visage. Dans le maquillage ou dans l'époque publicitaire, il fallait toujours faire plus, et notamment plus vendre. Aujourd'hui, on est peut-être passé du maquillage à l'éclairage. C'est-à-dire qu'on va aller mettre le faisceau de lumière, évidemment, la communication, sur ce qui est positif. Mais c'est ce qui répond à un désir ou un besoin ou une évolution des attentes des consommateurs. La communication et l'information doivent devenir aujourd'hui plus dans la pédagogie, expliquer, valoriser évidemment un point positif, mais aussi accompagner les grandes transitions. Et je pense que plus on a une connaissance de nos consommateurs informés, plus on saura apporter des réponses qui ne sont pas forcément des réponses de consommation d'aujourd'hui, mais des consommations de demain. Et ça, je pense qu'il faut se dire, on est en train d'écrire les nouvelles pages d'une histoire d'un consommateur, mais qui devient de plus en plus raisonné, intelligent et informé. Et justement, moi, je vais rebondir sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Il parlait de l'étude de la Poste, Solutions Business. Donc, ce chiffre, 86% des décisions d'achat se font au domicile. Ce n'était pas le cas avant. Comment vous expliquez ce chiffre ? Alors, déjà, merci d'avoir noté cette magnifique étude. Ce qui nous a amené à nous intéresser, en fait, au domicile et à ce qui s'y passait, au processus de décision, c'est la crise sanitaire qu'on a traversée. Donc, tout le monde s'est réapproprié son domicile, on a réinvesti le domicile, on voyait que c'était très important, qu'on y faisait beaucoup de choses. Et on s'est dit que sans doute que dans ce beaucoup de choses, il y avait aussi une autre façon de prendre des décisions d'achat. Ça vient aussi avec la digitalisation, c'est-à-dire que du coup, l'information, elle vient beaucoup plus facilement.
Et donc, on a commandé une étude dont l'objectif était vraiment de connaître comment se formait un projet d'achat et quel rôle le domicile pouvait jouer dans ce projet d'achat. Très intéressant, il y a des étapes en fait dans un projet d'achat. La première étape, c'est d'avoir envie. Déjà, avant de commencer à acheter quelque chose, il faut avoir envie de l'acheter. Donc, première étape, je dois avoir envie. Deuxième étape, je dois finalement valider cette envie d'achat. Et comment je valide? Je suis influencée. Donc, je suis influencée par des tas d'influenceurs qui sont payés pour me donner envie d'acheter des choses, mais je suis aussi influencée, dans 88% des cas, par les membres de mon cercle familial. Donc, finalement, le domicile est l'endroit où je débat de mes envies d'achat, où je suis rassurée sur mes envies d'achat, où j'ai le temps, j'ai l'occasion, l'opportunité de lire les compositions, par exemple, des cosmétiques. Non, mais où j'ai le temps, en fait, de m'approprier, finalement, cet acte d'achat que je vais faire. Et ensuite, après, je passe vraiment à l'acte. Donc, 86% des décisions d'achat se prennent à domicile parce que c'est là que naissent les envies d'achat et c'est là que se concrétise, par le biais de la capacité à venir faire valider son achat par son entourage, c'est là que se concrétise, en fait, cette volonté. Est-ce que la pandémie a influencé, un peu accéléré cette tendance ou alors c'est une tendance de consommation qu'on va voir dans le futur qui va être durable? En fait, ce qu'on voit qui est durable, évidemment, c'est la digitalisation qui a pris une importance vraiment qu'on ne peut plus ignorer. Mais on sait aussi que depuis que les restrictions sont levées, on retourne en boutique. Tout le monde retourne en boutique. Il y a à nouveau un engouement pour les boutiques physiques. On a envie aussi d'aller consommer en boutique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le robot. En fait, je cherche mes informations online, mais je viens finalement après acheter offline. Donc, ce qui est important, c'est que je m'approprie un acte d'achat et ensuite, je vais durablement, sans doute, utiliser différents canaux à ma disposition pour concrétiser cet acte d'achat. Emmanuel, justement, vous en parliez tout à l'heure, donc la crise a accéléré un peu les tendances, mais vous parliez vraiment d'un changement un peu durable de nos habitudes dans le futur. Oui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement l'effet accélérateur des crises qu'on est en train de traverser. Et quelque part, c'est un moyen de s'en consoler finalement. C'est presque un mal pour un bien, au moins la crise sanitaire. Si on prend la digitalisation, ce que disent les cabinets de conseil, c'est que pour les entreprises, ça leur a fait gagner à peu près 7 à 8 ans. C'est-à-dire qu'en gros, l'effort de digitalisation qui aurait été fait s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, ça aurait mis 8 ans. Là, ça a mis 2 ans. Et ce qu'on a vu sur les canaux de distribution, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, il y a eu tout un débat autour des gros, des petits, Amazon, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les bénéfices de la digitalisation, ils n'étaient pas du tout liés à la taille. C'est-à-dire que quand vous prenez les petits commerces qui se sont digitalisés, donc à la fois avec l'effet je fais mieux connaître mes produits, je vends sur Internet, et à la fois aussi avec l'effet je fais venir plus de monde dans ma boutique, vous avez eu des commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 20% d'un an sur l'autre, ce qui est à peu près les taux de croissance qu'ont enregistré Amazon. Amazon qui a même perdu des parts de marché de e-commerce sur les 2 ans. Donc, c'était pas la victoire des gros sur les petits, ça a été la victoire des digitalisés sur les non digitalisés. Et ça, c'est aujourd'hui une tendance inéluctable. Et effectivement, la crise a accéléré. Et puis, sur la deuxième crise, qui est plus dramatique encore, qui est la guerre en Ukraine, on voit bien que, par exemple, sur tout ce qui est rapport aux nouvelles énergies, transition énergétique, la prise de conscience, elle est quand même beaucoup plus rapide que si on avait dû expliquer aux gens petit à petit qu'il allait falloir se passer de gaz, de pétrole. Donc sur la transition énergétique aussi, nos comportements sont considérablement en train de changer et donc nos aspirations de consommateurs sont aussi considérablement en train de changer. Et moi, il me semble que la grande valeur qui va être la grande gagnante des prochaines années, c'est la valeur proximité. Et ça, vous retournez les problèmes dans tous les sens entre cette espèce de nouvelle fragmentation de l'économie mondiale, d'aspiration au rapprochement entre les lieux de production et les lieux de consommation, après avoir connu 20 ans d'éloignement maximal, en fait. Et donc, tout ça va jouer.
Et on peut même penser que, si vous voulez, les prochaines années vont être marquées par un retour de balancier dans lequel, finalement, le consommateur qui a beaucoup souffert depuis 30 ans par rapport au producteur va reprendre la main. Donc, sans doute que les 20 années à venir, vont être les années de revanche du consommateur sur le producteur, comme elles vont sans doute aussi, parce que le consommateur est aussi un salarié, il ne faut pas oublier cette schizophrénie-là, comme les années qui viennent vont sans doute marquer aussi la revanche du salarié sur l'actionnaire, par exemple. Et donc ça, ce sont des grands mouvements de balancier qui sont sans doute partis pour durer. Et Gaëlle, vous, par rapport aux études réalisées par Kantar, je sais qu'il y en a pas mal, hein, donc pour revenir justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui ressortent plus dans vos études ? Alors, nous suivons plus particulièrement les marchés de la grande consommation courante, donc le marché des vêtements et des produits alimentaires. Donc, comme je le disais, en fait, ce qui ressort, et moi, ce qui me marque dans ce que l'on suit tous les jours, c'est la très forte résilience quand même des marchés alimentaires. Puisque si on se compare avec la crise de 2008, qui était aussi une crise inflationniste, hein, avec une augmentation du cours des matières premières, à l'époque, les consommateurs, ils avaient purement et simplement sacrifié la qualité des produits qu'ils consommaient pour pouvoir préserver les postes non alimentaires du type téléphone portable, écran plat à l'époque. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport à son alimentation qui ont fondamentalement changé, où le consommateur a pris conscience que la qualité a un prix. Et qu'effectivement, en ce moment, face à cette crise inflationniste et qui vient gréver le pouvoir d'achat des Français, la première préoccupation quand on choisit un produit, le premier critère de sélection d'un produit, c'est le prix. Hein, voilà, ça revient au centre de l'échiquier et c'est vraiment la préoccupation principale de la majorité des consommateurs français. Pour autant, il y a aussi des consommateurs qui ne sont pas uniquement focalisés sur les étiquettes et qui sont même prêts à payer plus cher un produit qui a du sens ou une marque à vocation, une marque qui lui parle, qui lui raconte une histoire ou qui lui permet de consommer plus responsable. Je peux prendre l'exemple d'une marque comme C'est qui le patron, hein, que ses clients acceptent de payer plus cher parce qu'ils savent qu'une partie du prix va aller dans une meilleure rémunération, dans une rémunération plus juste du producteur. Donc le prix est vraiment déterminant. Mais ce n'est pas le seul critère pris en compte. Et ça, c'est aussi une très forte évolution, je dirais, en tous les cas, sur les marchés de la grande consommation courante que je vais retenir des dernières observations qu'on a pu faire. Merci Gaëlle. Non, c'est pas que Emmanuel il s'ennuyait, mais il a un direct et il est parti juste rattraper son autre émission. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il va revenir, s'il termine à l'heure. En tout cas, peut-être on va le voir. Voilà, donc pour rebondir sur ce que disait Gaëlle, peut-être Anne-Marie, donc justement, est-ce que ça résonne par rapport à ce que vous voyez, vous, dans votre secteur ? Oui, nous, en tant qu'entreprise nativement digitale, pour parler en français, c'est vrai qu'on a bénéficié pendant la pandémie d'un vrai sursaut. Voilà, et Emmanuel aussi l'évoquait, donc qui a profité à tous les commerces, on va dire. On en a fait partie. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration où c'est vrai que l'avenir paraît pour certains Français beaucoup plus incertain. Et donc, oui, il y a des arbitrages qui se font. Et vous avez évoqué l'alimentaire, vous avez évoqué les habits, mais vraiment tout ce qui est beauté. Vous avez parlé du coiffeur, etc. Tous ces gestes-là non essentiels. Bon, dans une certaine mesure quand même. Ah, coiffure essentielle quand même. Voilà. Et bien voilà, ça a été quand même. Il y a eu vraiment des arbitrages. Néanmoins, à mon sens, les marques qui continueront vraiment de rester assez fidèles à leur qualité, parce que on parle effectivement du prix, mais si pendant cette crise, les consommateurs ont su, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, conserver la qualité de leur alimentation, certains autres aussi souhaitent conserver la qualité de ce qu'ils appliquent sur leur peau. Parce que la santé, ce n'est pas que dans l'assiette. Ça passe aussi par le plus grand organe de notre corps, qui est la peau. Et donc là aussi, il y a des décisions qui se font pour acheter peut-être un petit peu moins, mais toujours mieux. Parce que vraiment, on n'est plus dans cette ère de j'accumule 15 produits dans ma salle de bain. On préfère en acheter moins, mais un peu plus minimaliste, mais des produits vraiment de qualité
qualité, des produits made in France, avec des compositions naturelles. Nous, on fait que des actifs bio. Et puis aussi, dans cette démarche de consigne dont je vous parlais, avec le fait on fasse nettoyer et désinfecter par des personnes en situation de handicap, et avant de re-remplir les flacons, cela permet aussi à l'entreprise d'avoir cet ancrage local dont parlait Emmanuel. On n'est pas seulement made in France, mais on fait aussi travailler des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Tout cela, ça participe aussi de notre action sur la société. Parce que je suis sûre qu'au XXIe siècle, une entreprise ne peut pas, en tout cas, à mon sens, se contenter d'être qu'un seul acteur économique. L'entreprise doit aussi devenir de plus en plus un acteur citoyen. Les grands enjeux qui sont les nôtres l'appellent. Et Gauthier, justement, on parlait de consommateur qui devient plus citoyen, et cette quête de sens. Ça, vous le voyez aussi. Hein. Oui, très clairement. Et je pense que dans tout ce qu'on a entendu, le consommateur, il est guidé par 4 mots. L'accessibilité, on parlait tout à l'heure sur le prix et l'inflation. La proximité, qui sera vraiment l'enjeu. L'utilité. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment, il y a une consommation de marque utile, et la responsabilité. La quête de sens, le dernier point, est un point qui est vraiment ressorti depuis les quelques dernières années. Et je le relie toujours à cette intelligence du consommateur qui vit dans l'ère actuelle, qui se dit il est acteur du changement, et donc il attend des marques, mais il attend aussi des communications, du changement. Donc du changement de ton, du changement du style de communication, qu'on s'engage à faire des communications plus transparentes, plus neutres, plus honnêtes, on en parlait tout à l'heure. Il y a une vraie attente du consommateur là-dessus. Mais la quête de sens est au cœur de ce qu'attend le consommateur, mais aussi de la nécessité de transformation de toutes nos industries. La Poste en étant un formidable exemple de transformation, clairement, d'acteurs responsables. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, Anne-Marie et Gauthier, je pense que dans la responsabilité des marques, il y a bien entendu la composition des produits. Dans la responsabilité de la communication, il y a le message. Mais je pense qu'il y a aussi le support. C'est-à-dire qu'il y a aussi la façon dont on va administrer ce message. C'est très important. C'est-à-dire que le temps est sans doute révolu de la communication de masse, où je vous envoie des tonnes de sollicitations. Vraiment, je vous bombarde d'informations plus ou moins utiles, qui arrivent à des moments plus ou moins opportuns sur votre smartphone, que vous consultez des centaines de fois par jour. Donc, c'est plutôt un flot assez ininterrompu. Il y a une sursollicitation quand même de messages publicitaires. On sature un peu tous autant qu'on est. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi à faire en sorte que les messages soient des messages qui viennent également entretenir une relation raisonnée avec la personne qui les reçoit. Avec Anne-Marie, on a une statistique qu'on a partagée parce qu'on a fait des opérations ensemble que moi je trouve vraiment particulièrement criante. C'est que quand Anne-Marie fait une campagne d'emailing, elle a des commandes pendant 48 heures. Et quand elle fait une campagne de courrier, elle a des commandes pendant 3 semaines. Donc au final, on voit que ce qui est important, c'est l'attention qu'on va pouvoir générer chez le destinataire du message et que cette attention, elle va permettre de faire durer le message. Donc d'éviter de le répéter, de le renvoyer, de sursaturer à la fois sa capacité d'écoute, parce qu'on est aussi un peu responsable de la santé mentale les uns des autres. Trop d'informations, c'est quand même vraiment quelque chose qui peut poser problème. Et c'est aussi une saturation de l'espace digital avec tous les impacts qu'on peut connaître. Donc je pense qu'on a également une responsabilité sur le mode d'administration du message, son contenu, mais aussi la façon dont on va pouvoir le délivrer. Capter l'attention, c'est important parce que c'est ce qui fait qu'on va être économe et raisonné dans notre utilisation du marketing. Et c'est justement ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que la réflexion de voir comment créer des relations qui sont plus qualitatives avec ce consommateur qui est sursollicité. Non, mais bien sûr, le point d'attention est absolument crucial aujourd'hui, car, comme le disait Nathalie, le consommateur, il est dans un environnement publicitaire à chaque seconde. Donc, il faut que le message il soit mieux réfléchi, raisonné, créatif. Mais comme le disait très bien Nathalie, il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont on envoie ce message, qu'on le capte dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on fasse attention au nombre d'envois et que tout simplement, on arrive à un KPI de métier qui soit de la performance responsable. Oui, à la performance, car la communication, elle aide des marques à exister, à naître, à faire du business. Mais notre responsabilité très, très importante, et je dirais, après la diffusion, aussi de se poser la question de bien qu'est-ce qu'on fait des messages
Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des affiches, ce qu'on appelle le cycle de l'écofin. Comment peut-on, à un moment, les remettre dans un circuit utile et donc responsable. La performance responsable, c'est le cœur aujourd'hui de notre industrie, c'est de se dire que nous devons tous être acteurs, tout simplement, de notre filière, de nos métiers, pas que le consommateur. Le consommateur, il est intelligent, il entend ces messages. Nous devons aussi être intelligents et changer nos façons de faire. Donc, moins envoyer de messages à tout le monde tout le temps, envoyer des messages qui sont peut-être mieux ciblés, des messages qui sont mieux travaillés, travailler le mode de diffusion, c'est extrêmement important, travailler la qualité de cette diffusion, qualité responsable, et puis de se dire qu'il y a une vie après les messages, et donc se dire comment est-ce que l'on peut optimiser cette vie. Voilà. Et Anne-Marie, est-ce que vous avez un guide de bonnes pratiques? Comment est-ce que vous essayez de les capter? Comment ça se passe chez vous? Alors nous, c'est vrai qu'on a commencé beaucoup en ligne. À l'époque, d'ailleurs, il était beaucoup critiqué, le média, on va dire, courrier, papier, en disant bah, c'est pas écologique, etc. En réalité, c'est pas si simple. Aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions aussi sur l'impact des serveurs, ce qui est encore mal évalué. Donc parfois aussi, le support papier garde, évidemment, si c'est du papier provenant de bois, issus de sources durablement gérées, etc., bien entendu. Mais là aussi, pour moi, c'était vraiment des questions, parce que je m'étais dit, tiens, au départ, on coupe tout ce qui est... Et en réalité... je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, c'est plutôt une approche assez raisonnée. Ce qui est intéressant aussi dans l'idée que voilà, on étale les commandes, ça veut dire qu'on va moins consommer d'une certaine façon d'énergie à des pics, on va dire, et on va plus étaler pour la charge de travail, pour plein de choses. Pour une entreprise, au final, c'est beaucoup plus aussi vertueux de temps en temps de pouvoir avoir ce type d'approche parce qu'elle est moins massive, elle va moins nécessiter, on va dire, d'organisation un peu compliquée. Et donc, c'est vraiment, j'apprécie aussi ce média-là. Je pense qu'il ne faut rien négliger et chacun des supports, que ce soit plutôt digitaux ou plutôt physiques, ont aussi leurs particularités, leurs points forts. Et en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir travailler sur les deux, vraiment. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, justement, dans la manière de l'aborder, de l'approcher? Je pense que le piège, c'est d'avoir une posture de l'un est mieux que l'autre. Dogmatique. Dogmatique. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Tout média, toute façon de communiquer a un impact à un moment sur le climat. Donc le papier, le digital, la vidéo, tout ce que vous voulez. L'important, c'est la démarche de progrès. L'important, c'est la capacité de chacun à réellement s'engager à faire mieux et donc le faire. Et pour ça, c'est vrai que ce que développe aujourd'hui La Poste est clair sur, lorsque l'on a vu tout ce qui a été fait sur le papier, lorsqu'on a vu ce qui est fait sur le bouillon, lorsqu'on a vu ce qui est fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on est capable à un moment de calculer des traces carbone, des empreintes. On sait. Ce qu'il faut aujourd'hui dans notre métier, c'est de rationaliser l'ensemble. Il faut arrêter de vouloir dire qu'on va sauver la planète. Nous ne sommes que acteurs de la communication. Par contre, nous pouvons être acteurs de la transformation. Et pour être acteurs de la transformation, il faut faire des points zéro, des points d'évolution, des points de progrès dans chacun de nos métiers. Et puis, de temps en temps, voir comment les autres métiers, médias, etc. évoluent. Mais ce qui est important, c'est la démarche de progrès et non pas l'opposition d'une méthode de diffusion avec l'un ou l'autre. Et c'est de reconnaître surtout, ce que disait Anne-Marie, la qualité, tout le travail qui a été fait, par exemple, autour de ces enveloppes écotées et de tout le travail qui est fait derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on accompagne un monde qui se transforme et le consommateur, il en est tout à fait conscient, extrêmement conscient. Et il apprécie les démarches. Mais on a besoin de pédagogie, on a besoin de temps. Toute la question, c'est cette échelle de temps. Et c'est un peu ce qui se passe chez vous, Nathalie? Oui, on est très engagés. Nous, dans toute la politique RSE, c'est vraiment une valeur qui colle au groupe La Poste. On est numéro 1 Vigeo Eiris, on a quand même une super note. Moi, j'adore. Donc, je le dis à chaque fois que je peux le dire. Donc, je vous le dis, voilà, je suis très fière de cette note. On a une flotte de véhicules électriques importante. Enfin, il y a un énorme effort qui est fait parce qu'on est une entreprise de logistique. Donc, la RSE, c'est vital pour nous. Il faut absolument qu'on soit dessus. Donc, les solutions marketing qu'on déploie, qu'elles soient digitales ou papier, je vous rejoins complètement. Moi non plus, je pose pas du tout les deux. Mais le papier est souvent plus pris à partie sur ce genre de sujet. Donc, voilà, on monte plus facilement au créneau parce qu'on sait qu'il y a plus d'idées reçues en fait, sur le papier qu'il peut y en avoir sur le digital. Mais on est très engagé là-dessus. Et au-delà de la neutralité carbone qui est déjà nôtre,
on est vraiment engagé sur la rationalisation des points de contact, en fait. Vraiment de se dire moins de messages, moins de sollicitations pour des questions de RSE, mais vraiment, pour moi aussi, pour des questions de surcharge mentale qu'on crée chez les gens. Enfin, je pense que ce n'est pas non plus très bon, cette société de sollicitation permanente. Donc, on est très vigilant aussi sur un marketing qui est vraiment un marketing de performance dans la durée et pas de performance strictement immédiate. Je pense qu'il faut aussi qu'on change un peu de paradigme pour qu'on s'inscrive dans une certaine durée. Un message publicitaire, il doit durer. Un sociologue me disait une fois quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Il me disait, en fait, le Graal pour une marque, c'est qu'on pense à vous même quand vous ne parlez pas. En fait, c'est ça. Donc, et c'est la durabilité du souvenir, c'est ça. C'est j'ai soif, j'ai envie de boire du Coca-Cola, même si je n'ai pas une pub Coca-Cola sous les yeux, parce qu'en fait, leur marque est tellement forte que l'envie est là. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la temporalité et la durabilité, c'est fondamental. Et Gaëlle, justement, vous, par rapport à toutes les études réalisées, donc est-ce qu'il y a des chiffres marquants, des choses qui vous ont surpris? Alors, moi, j'analyse la consommation. Donc, je ne suis pas une experte en fait, des médias et de la publicité, etc. Mais juste, ça fait écho ce que vous racontez là. Parce qu'il y a quelques mois, on avait fait une étude sur la réaction des consommateurs par rapport aux messages publicitaires portant sur les dimensions de la RSE, justement. Et ce qui était très intéressant à voir, c'est que finalement, ces consommateurs, ils ont envie de consommer plus responsable, plus vertueux, etc. Mais pour ça, ils ont besoin des marques, en fait, pour le faire. Ils se disent assez impuissants, en définitive. Consommer responsable, c'est un parcours difficile, semé d'embûches. C'est souvent plus cher, le rendez-vous n'est pas toujours... le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous. Le plaisir perçu de la consommation responsable n'est pas évident. Donc, ils veulent déléguer, en fait, finalement, cette responsabilité auprès des marques. Donc ça, c'est très clairement exprimé. Ils ont besoin des marques pour pouvoir rentrer dans une consommation plus respectueuse dans l'environnement, etc. Et aussi parce qu'ils ont conscience que ce sont les marques qui sont celles qui ont le plus fort impact sur les dommages environnementaux. Et concernant les messages publicitaires, ils ont besoin donc de pédagogie, ils ont besoin d'être accompagnés sur ce parcours de la consommation responsable. Donc ils attendent des marques qu'on leur explique ce qu'il faut faire et que ces messages publicitaires soient vraiment beaucoup plus pédagogiques. Et étonnamment, on s'est rendu compte que, parce qu'il y a toujours cette crainte en fait du greenwashing, entre guillemets, quand on communique sur ces messages de consommation responsable, on a cette crainte que ce soit mal perçu et que ce soit contre-productif. Et en définitive, on voit dans les études que non seulement ça améliore l'image des marques qui communiquent sur ce discours RSE, mais ça améliore leur performance aussi. C'est-à-dire que ça leur permet de recruter des nouveaux consommateurs et ça leur permet de gagner de la part de marché sur les marques témoins qui, elles, n'ont pas communiqué sur leur démarche RSE. Voilà, donc sans être je ne suis pas une spécialiste de la communication et de la publicité, mais simplement d'un point de vue purement consommateur et réaction des consommateurs par rapport à ces messages. Voilà ce qu'on a pu voir au cours des derniers mois. Merci Gaëlle. Donc justement pour rebondir, on parlait de publicité. Donc la pub, elle n'a pas changé. La pub, ça date quand même... Enfin, peut-être Gauthier n'est pas d'accord, mais bon, je fais un peu de provoque. Alors, la publicité a besoin de se réinventer aussi. Elle se réinvente, je pense, chaque jour. Elle se réinvente grâce à cette évolution du consommateur. Mais c'est vrai que la publicité, elle a une nécessité d'être de plus en plus disruptive, d'être de plus en plus créative et d'être de plus en plus raisonnée. Et c'est important, c'est-à-dire que cette publicité, il faut qu'elle soit inscrite dans l'air du temps. On n'est plus dans une publicité forcément comparative, on est dans une publicité qui doit être narrative de l'ère de notre temps. Et donc, mais qui doit aussi, et je pense que beaucoup de campagnes et beaucoup de marques le font, qui doit accompagner des mouvements de transformation. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a encore de l'achat de voitures thermiques, mais la publicité doit accompagner de façon intelligente, sans rentrer dans des campagnes greenwashing sur l'électrique. Ouais. On doit accompagner... Mais il n'y a pas que des pubs de voitures électriques à la télé. Il y a parce encore, que le consommateur consomme encore du thermique et que la publicité, elle accompagnera aussi la régulation, donc c'est-à-dire accompagnera un moment l'arrêt. Je pense que la publicité, elle accompagne un temps. On a beaucoup parlé de temporalité.
Ce qu'a vécu la publicité, c'est ce qu'a vécu le consommateur. Elle a vécu une crise d'accélération. Les entreprises, on en parlait tout à l'heure, eh bien, elles ont connu une digitalisation forcée, Emmanuel le rappelait, et elles ont gagné 8 ans. La publicité, elle a aussi gagné une responsabilité, sa quête de sens en 8 ans. Être plus responsable, faire beaucoup plus attention sur les démarches de greenwashing, être beaucoup plus honnête, on en parlait tout à l'heure, beaucoup plus simple aussi, mais surtout, et avant tout, beaucoup plus créative. Vraiment, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un retour à la création. Et le point important, c'est de faire attention à ce qu'il y ait le message, mais il y a la diffusion qui doit accompagner cette création. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le consommateur sait aujourd'hui juger une création, mais aussi juger la façon dont il la reçoit, le point d'attention, on en parlait tout à l'heure. Évitons de toujours cibler le même consommateur. Ciblons-les bien, c'est-à-dire personnalisons la publicité, extrêmement important. Et surtout, en dernier lieu, travaillons bien l'écosystème de la communication, c'est-à-dire faisons attention que le consommateur, il ait bien le même message dans tous ses points de contact et calibrons les points de contact. Quand les 3 cadres sont faits, la création, la personnalisation et l'écosystème, logiquement, on est tous devenus plus intelligents et surtout, le consommateur apprécie beaucoup plus cette nouvelle publicité. Vous êtes d'accord, Anne-Marie ? Totalement. Enfin, moi, je pense qu'on a besoin qu'on s'adresse à notre intelligence avant tout en tant que consommateur, pas à notre envie, on va dire, ce côté un peu mouton de panurge dont parlait Emmanuel il y a quelques années, où finalement... Le mouton est devenu le pan. Voilà, exactement. Le mouton est devenu le pan. Enfin, voilà, on se sent tous assez uniques. On veut tous des expériences uniques, personnalisées, individualisées. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, le grand défi, je pense, pour la publicité, c'est de faire ressentir à chacun. Et la réponse, c'est quoi ? C'est vraiment cette hyper-personnalisation, c'est ça un peu dans cette direction où on va... C'est une des directions parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, la télé, c'était aussi un grand média, tout le monde se retrouvait à 20h à regarder, on regardait tous la même chose au même moment. Pour regarder la télé. Mais disons que les jeunes, on va dire, si on parle, voilà, ils regardent moins la télé. Non, mais c'est vrai, on regarde différemment, c'est plus fragmenté et au final, Emmanuel le disait tout à l'heure, on n'a plus de grands slogans de pub, on n'arrive plus à citer les vieux slogans qu'on a de notre enfance. Désolé Gauthier. Faut qu'on reparle. Mais c'est vrai. Donc voilà, donc il faut s'adapter à ce changement. Voilà, chacun a envie en fait de se créer son programme de télé d'une certaine façon, en choisissant ce qu'il veut regarder. Et donc il faut aussi que les publicitaires, les marques s'adaptent aussi à cette réalité de la génération Z qui va être la génération dominante des prochaines années. Mais le point que vient de souligner Marie est très important parce que on le voit, on a une notion qui est beaucoup plus importante aujourd'hui sur le canal de diffusion. Et ce qu'il faut retrouver, c'est la balance avec le canal créatif. Une publicité, ça commence d'abord par un message créatif qui doit nous toucher au cœur. Nathalie le rappelait tout à l'heure dans l'étude, c'est l'envie. Tout commence par une envie. Et la publicité, ce n'est qu'à un moment une expression des envies et du désir. Donc il faut tout simplement trouver la bonne balance entre un message créatif fort, pertinent, qui crée une émotion, une information, et le bon canal de diffusion qui marque l'esprit et qui tout simplement marque cette performance responsable. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, justement, on parlait de l'éthique. L'éthique, ça doit être partie prenante de tout ça, d'une certaine manière, mainstream, comme on dit en anglais. Donc, il ne faut plus réfléchir, il faut que ça fasse partie de ces campagnes, de ces pubs. Vous savez, en publicité, on dit toujours il y a un seul juge. Ce n'est pas du tout le directeur financier, ce n'est pas du tout à un moment la ligne de business, c'est le consommateur, c'est le citoyen. Le citoyen, il est capable de dire à un moment, malgré des millions d'études, etc., s'il n'aime pas le logo, on l'a vu pour des très grandes entreprises mondiales, j'aime pas, ça ne fonctionne pas. Et on a vu des entreprises devoir changer de logo. Malgré le travail de formidable génie créatif, il peut très bien dire à un moment, je ne perçois pas cette publicité parce qu'elle montre des stéréotypes, elle va nous remettre la femme à une place que l'on ne veut plus voir aujourd'hui ou nous mettre une situation qu'on ne veut plus voir aujourd'hui, elle va dire stop. Donc en fait, l'éthique est essentielle. Et je dirais plus que l'éthique, c'est cette responsabilité globale est essentielle, aussi bien de diversité, d'inclusion, du monde dans lequel on vit, pour que tout simplement les publicités, elles s'immiscent aujourd'hui dans notre quotidien. Une publicité ne doit pas être choquante, elle doit nous accompagner ou nous aider à progresser. Et d'ailleurs, la fin des cookies tiers annoncés de longue date, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le retour du marketing, en fait, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il va falloir redonner envie d'acheter aux gens.
On ne va pas avoir que des gens qui sont quasiment déclarés acheteurs et au dernier moment, tiens, bim, je leur pousse quelque chose. Il va falloir retrouver cette créativité, retrouver finalement les leviers qui font que le consommateur va avoir envie d'acheter quelque chose, va être finalement la bonne personne qui va acheter le produit. Et on retourne finalement sur cette capacité à venir capter l'attention et engager le consommateur dans une relation, qu'elle soit transactionnelle. Tout à l'heure, on disait on n'est pas forcément toujours en train de vouloir vendre quelque chose, on peut aussi être dans une logique relationnelle. Et ça, je pense que c'est très important, parce que c'est quand même l'avenir, c'est ce qui nous attend. C'est que, voilà, on ne va plus être submergé de messages parce qu'on a regardé quelque chose et que donc, du coup, on est immédiatement retargeté. On va à nouveau recevoir des communications des marques qui sont des communications personnalisées, basées sur de véritables études de ce que nous attendons comme consommateurs. Donc le consommateur reprend bien le pouvoir avec ces nouvelles dispositions. Donc il y a aussi plus de sincérité dans la manière de leur parler, dans les campagnes, de les approcher. Et les agences, comment ça se passe? Ça se passe bien. Je vois que j'ai un travail à faire auprès d'Anne-Marie sur les slogans, mais les agences se passent bien. Les agences, elles accompagnent ces transformations. Elles sont là pour accompagner les marques et surtout aussi de faire que le consommateur, il comprenne mieux la publicité. Vous savez, en France, on a toujours ce problème que le consommateur, un peu dans son esprit, il est publiphobe parce qu'il a l'impression toujours d'en avoir trop et qu'on lui adresse trop un message. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est de travailler cette créativité, de travailler, je suis complètement d'accord avec Nathalie, sur ce monde sans cookies. C'est une formidable opportunité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va falloir être plus intelligent. Ouais, il va falloir un moment plus créatif, réfléchir plus au ciblage, à la personnalisation, au contexte. Dans quel contexte mettons une publicité? Comment on va jouer les contrats de lecture, les climats de lecture de la publicité? Donc les agences, elles doivent tout simplement travailler plus à la connaissance consommateur, ça c'est extrêmement important, à l'univers créatif et comme je le disais tout à l'heure, à l'ensemble de la chaîne de la responsabilité qui, attention, on a un petit défaut dans le prisme actuel de ne parler que de climat, mais aussi, heureusement, d'évolution de cette société, diversité, inclusion, équité, égalité, etc. sociétale, parce que notre rôle, il est d'accompagner une transformation de société, mais de l'accompagner en l'encourageant, pas en l'attendant. Il ne faut pas que la publicité, elle subisse une évolution, mais au contraire, elle l'accompagne, parce qu'il faut toujours aller vers une démarche de progrès. Donc pour les agences, c'est, je dirais, un terrain de jeu incroyable, parce qu'on a un consommateur qui est de plus en plus acteur, informé, qui sait juger, et donc il faut tout simplement qu'on travaille plus. Ouais, ça met quand même un peu la pression, parce que 2023, c'est demain, il reste quelques mois pour être créatifs, les gars. Nous, c'est ce qu'on fait avec les dispositifs INH qu'on a lancés, Inside Home, qui sont des solutions au domicile qui viennent répondre finalement à l'ensemble de ce qu'on vient de se dire. Et je retiens de ce que dit Gauthier, du contexte, en fait. Capter l'attention, c'est aussi une question de contexte. Et c'est vrai que le domicile étant le lieu où se prennent les décisions d'achat, le fait de pouvoir avoir des solutions marketing qui vont rentrer au sein du domicile, c'est toute la promesse que fait la Poste Solutions Business et c'est aussi s'inscrire dans une démarche raisonnée et de long terme. Et je crois que ce point est important parce que, souvenez-vous d'une citation il y a 15-20 ans, le temps de cerveau disponible. Ouais. Maintenant, c'est le temps d'attention au domicile disponible. C'est ce côté au domicile, on sait que le consommateur, il est tout aussi près de son achat que de sa réflexion. Et donc, ce qu'il faut aller cibler au domicile, c'est ce temps d'attention maintenant. Et comment être pertinent dans le message et dans sa méthode de diffusion. Le temps de cerveau est aussi d'actualité. Parce Toujours. Que avec le digital, on passe beaucoup de temps à faire un peu n'importe quoi et que de se concentrer... Faut se raisonner. Voilà, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, peut-être juste un petit mot, Nathalie. Nous avons pas mal de gens aussi derrière qui nous regardent avec des gens ici. Peut-être juste un petit mot, le mot de la fin. On a passé un très bon moment. C'est une discussion extrêmement intéressante avec vous tous. On a donné des éclairages. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, grâce à vous, ça permet aussi de faire progresser finalement notre propre pensée. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. J'espère que vous aussi, vous avez de votre côté apprécié l'échange. Et voilà, je pense qu'on est en tout cas tous engagés dans une véritable volonté de faire mieux. Et c'est ça qui est important.
Voilà, donc je pense que ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ce live. Donc merci Nathalie Di Santo, Gaëlle Le Floch, Anne-Marie Gabileka, j'ai bien dit. Oui. Voilà. Et Gauthier Piquet. Merci à tous. C'était un plaisir d'avoir cette discussion sur ce nouveau consommateur. En tout cas, on va continuer à suivre l'actualité pour voir ce qui se passe et si les agences et les autres font ce qu'ils ont dit. Voilà, non mais je plaisante. Voilà, merci à tous en tout cas et je vous dis à la prochaine.